Alors aujourd'hui, on va regarder une revue sur une unité qu'on a fait sur le domaine B de biologie en 9e année ici en Ontario sur la durabilité des écosystèmes et les changements climatiques. Donc voyons voir si on peut regarder les grands points ici. Qu'est-ce que c'est un écosystème? Alors comme définition, un écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est tous les organismes qui sont à un endroit spécifique, leur interaction entre eux et ça supporté par leur environnement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, premièrement, si vous êtes pour aller dans un environnement, derrière la maison ou dans un parc, vous allez remarquer que dans un parc, il y a un ensemble d'organismes. Il y a bien sûr des plantes, il y a bien sûr des endroits où il y a de l'eau, il y a des petits animaux comme des petites couleuvres ou serpents, il y a des grenouilles, il y a des oiseaux. Certains animaux, comme nous, près de notre maison, il y a des lapins, il y a aussi des coyotes qui sont présents. Ça ici, ce sont des organismes vivants, donc les plantes, insectes, petits animaux, plus gros animaux, et je vais même inclure quelquefois les humains. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle d'un écosystème, c'est tous ces organismes qui existent. C'est aussi l'interaction entre ceux-ci. Qu'est-ce que ça veut dire l'interaction? C'est qu'il y a des oiseaux qui, eux, vont utiliser les arbres pour pouvoir avoir leur petite maison, pour se protéger. Il y a ici les serpents qui vont aller sous la terre pour pouvoir y vivre. Il y a ici des petites grenouilles qui vont aller dans l'eau pour pouvoir aussi se protéger, parce que les interactions, c'est comment est-ce que ces organismes se protègent, mais aussi comment est-ce que ces organismes vont se manger un et l'autre dans leur chaîne, dans leur réseau alimentaire. Ça veut dire qu'il y a, par exemple, des petites grenouilles qui vont être mangées par des serpents, et ces serpents peuvent être mangés soit par des ratons laveurs ou des oiseaux de proie. Donc, ce qui arrive ici, c'est qu'il y a des organismes qui interagissent entre eux. Bien sûr, ici, je parle d'animaux, mais il y a bien sûr les plantes qui sont mangées par des organismes plus petits qui sont mangés par ceux-ci. Par exemple, il y a des insectes qui mangent les plantes et les feuilles qui sont mangés par les oiseaux, par les grenouilles et par les serpents. Donc ça, c'est un exemple d'une liste d'organismes dans un endroit avec des interactions entre les organismes et leur environnement. Et lorsque je dis supporté par l'environnement, c'est le fait qu'on a besoin du sol pour pouvoir donner les nutriments et supporter ces organismes. Alors, on a le sol pour supporter les plantes ici, le support pour les arbres, les endroits pour que les animaux puissent se cacher, ainsi que tous les nutriments pour les faire grandir. On a aussi l'eau. L'eau permet de supporter ces organismes parce que l'eau est utilisée comme protection, mais aussi comme nous avons besoin d'eau pour vivre. L'eau est nécessaire pour toutes les plantes, donc on a besoin d'eau présente. Et l'autre, bien sûr, c'est l'air, avoir de l'air dans lequel il y a du CO2 pour que les plantes puissent faire la photosynthèse. Et il y a aussi de l'oxygène pour pouvoir supporter les humains et autres interactions. Alors, quand on est comme ceci, on a des écosystèmes qu'on appelle naturels. Par contre, quelquefois, il y a des humains qui vont venir prendre une marche sans trop affecter les écosystèmes. Mais s'il y a des humains qui arrivent et qui disent on va faire un nouveau quartier pour faire des habitations, à ce moment-là, les humains peuvent venir et peuvent causer des difficultés à certains écosystèmes. Alors, ça, c'est la réponse à ta question avec l'ensemble des points importants. Ici, une petite carte. Voilà, je vais mettre un peu plus grand, mais avant, je vais vous montrer, c'est une carte qui vient du NOAA, Global Topographic Map. Alors, lorsqu'on regarde une carte topographique comme ceci, ça nous donne une bonne idée de la surface de notre planète. Donc, c'est intéressant, on peut voir ici en vert des endroits qui sont les plus près du niveau de la mer, et on a ici en brunâtre jusqu'au mont Everest ici, qui sont des grandes altitudes. Maintenant, lorsqu'on regarde l'écologie, la biologie et l'environnement, c'est important de regarder l'ensemble de notre information ici parce que lorsqu'il y a des changements dans l'environnement, ça affecte
notre planète. Maintenant, notre planète va survivre, peu importe ce qui arrive en ce qui concerne l'environnement et les climats. Par contre, il y a nous, les humains, qui nous sommes installés. Donc, nous avons plus de 8 milliards de personnes. Et où est-ce qu'on est installé? On est installé surtout sur les rives ici. Donc, on a par exemple les grandes villes de l'Est des États-Unis. On a ici l'Ouest. On a le Canada. On a ici l'Europe avec ici euh, les Netherlands. Donc, ce sont en Hollande et ces pays. Et si on regarde l'ensemble des pays ici, on a beaucoup de basse altitude. Ça veut dire qu'on est très près du niveau des eaux de mer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a des changements climatiques, une des choses que l'on remarque, c'est qu'il y a un réchauffement global qui se passe. Et ça veut dire qu'il y a certaines glaces, des glaces qui sont continentales, qu'on retrouve par exemple au Groenland, qu'on va retrouver ici en Antarctique. Et ces glaces vont fondre et vont ajouter de l'eau aux océans. Et de plus, puisque les océans est fait d'eau, il y a une expansion thermale qui se fait. Donc, lorsqu'on a des changements climatiques, voilà, une des choses qui arrive, c'est qu'il y a une augmentation des chaleurs dans notre environnement. Et ça permet d'avoir plus d'eau dans les océans. Conséquence de cela, si on a les niveaux des mers qui se soulèvent de 15-20 cm, ce n'est pas la fin du monde. Mais un petit peu plus, ça devient difficile parce qu'on a des milliards de personnes qui se retrouvent et qui habitent le long des côtes, ici des océans, tout autour de la planète. Et ça, pas seulement les grandes villes, mais si on regarde ici dans le nord de l'Ontario, ici, sur la côte est ici du Canada, on a ici certains endroits ici au nord de la Russie, on a ici l'Europe, certains endroits ici en Asie, de même ici qu'en Australie et en Amérique du Sud, on a plusieurs regroupements de personnes, de Premières Nations, qui vivent en harmonie avec l'environnement, que ce soit les environnements terrestres ou aquatiques. Et lorsqu'il y a des changements en ce qui concerne la côte, ça peut les affecter. De plus, si on regarde, ça ici, c'est la topographie. Donc, je vais voir si je peux trouver une autre carte ici. Carte du monde. Alors ici, on va voir si on peut trouver quelque chose et environnement. On va voir si on peut trouver une carte intéressante ici. Alors ici, je vais trouver quelque chose qui n'a pas de droit d'auteur. Alors ici, voyons voir si on peut trouver quelque chose. Moi, j'aime bien cette carte-ci. Voilà, très bien. Donc, si on prend cette carte qui nous montre notre planète, on peut voir qu'il y a certains endroits qui sont plutôt désertiques. Donc ici, on se regarde le nord de l'Afrique, on a ici le Moyen-Orient, le centre ici au sud-ouest de l'Asie. On a ici l'Australie, partie du sud ici de l'Amérique du Sud. On a ici le centre des États-Unis. Ça, ce sont des endroits où c'est plus désertique. Il y a des endroits ici sous l'équateur où on a des forêts tropicales. On a ici de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, ainsi que les grandes forêts boréales ici de l'Amérique du Nord, ainsi que du nord de l'Asie et de l'Europe. Maintenant, ce qui arrive, c'est que s'il y a des changements, comment on appelle ça, des changements climatiques, voilà, ces changements climatiques font qu'il y a des changements qui arrivent progressivement dans notre environnement. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il y avait déjà des températures qui étaient sèches, qui vont devenir encore plus secs. Il y a des endroits qui étaient beaucoup plus humides, qui peuvent devenir plus humides. Mais l'inverse est aussi possible. Ça veut dire qu'il y a des endroits où habituellement il y avait peut-être moins d'eau, où on va se retrouver avec des mousses. On va se retrouver avec, comment on appelle ça, des grandes pluies qui vont mener à des inondations parce que les endroits où les humains se sont installés n'ont pas remarqué que, n'ont pas planifié pour des grands changements de pluie. Il y a des endroits où il y avait beaucoup de pluie, où il y avait des endroits où l'agriculture se faisait facilement.
et qui se retrouvent avec moins d'eau. Donc, on se retrouve avec des sécheresses. Lorsqu'on regarde les changements climatiques, ce n'est pas quelque chose qui arrive instantanément à un endroit, mais c'est qu'il y a progressivement des changements et en même temps, il y a des changements dramatiques sur plus de chaleur, moins de pluie. Peut y avoir plus de pluie à certains endroits. Durant l'hiver, ici, il peut y avoir des endroits où il n'y avait pas de neige avant et on se retrouve avec de la neige. Des grands froids à certains endroits, donc c'est intéressant. Donc, si on regarde ici où je vis, il faisait peut-être 5 ou 6 degrés Celsius il y a quelques jours et aujourd'hui et demain, il fait comme moins 10 à moins 15 degrés Celsius. Donc, des grands changements de température rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des humains qui sont maintenant pour la plupart sédentaires, sont installés dans leurs grandes villes, dans leurs petites villes, dans leurs villages. Que ce soit tous les peuples à travers le monde ainsi que les Premières Nations, on se retrouve donc avec des endroits où on est plutôt sédentaire, mais s'il y a des changements environnementaux, ceux-ci ne s'occupent pas d'où est-ce que les villes sont. Donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des endroits où il y a des grandes villes où il y a des difficultés, bien sûr, d'approvisionnement, que ce soit en eau, nourriture ou autre. Bien sûr, les peuples nomades d'il y a quelques décennies à quelques siècles, il y en avait de moins en moins. Alors ça, c'était bien sûr quelque chose qui est possible. Il y a certains peuples qui sont autochtones à certains endroits. Par contre, on ne peut pas avoir des milliards de personnes qui migrent souvent. Donc ça, c'est des difficultés. Et il faut dire que présentement, si on regarde le côté géopolitique de notre planète, il y a des personnes qui doivent se déplacer. On appelle ça des réfugiés environnementaux. Et la raison, c'est que si c'est des personnes qui avaient des fermes dans le passé, il y a 20 ou 30 ou 50 ans, ils ne peuvent plus s'occuper de leur ferme parce qu'il y a un manque d'eau, il y a un manque de toutes sortes de choses. On a des personnes qui doivent migrer à cause de ces changements climatiques. Donc, il y a des changements qui se passent et bien sûr, il faut bien connaître nos écosystèmes, connaître le vocabulaire pour pouvoir y penser. Donc, c'est une introduction qui se rapporte avec une réflexion sur comment est-ce qu'on se retrouve ici avec notre monde. Je vais montrer ici un autre exemple avec les bordures ici des océans. Voyons voir si on peut regarder un petit peu plus le vocabulaire pour pouvoir bien comprendre et discuter de ces points. Donc, moi, de mon côté, j'ai des examens qui s'en viennent dans la session où je suis. J'ai fait une liste de sujets utiles, des sujets importants à réviser pour l'examen. Et donc, ce que je vais faire, je vais regarder ces sujets un à la suite de l'autre, et ça, ce sera notre émission aujourd'hui. Le premier sujet qu'on va regarder sur l'écologie ainsi que l'environnement, c'est le fait qu'on doit penser à durabilité et à biodiversité. Voilà. Donc ici, lorsqu'on parle d'environnement, on peut penser à un écosystème. Et un écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est le regroupement des organismes vivants supportés par leur environnement. Donc, afin de pouvoir en parler, on va regarder quelles sont les 4 grandes sphères à considérer lorsqu'on pense aux écosystèmes. Donc, voyons voir. Le premier, on l'appelle la lithosphère. La lithosphère ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui s'appelle le socle rocheux, le sable, un peu la croûte terrestre qui supporte tous les écosystèmes, tous les êtres vivants, et qui, bien sûr, fait la petite sphère de notre planète. Donc, voyons voir si je peux mettre quelques exemples ici. Lorsqu'on regarde la lithosphère, on va considérer tout ce qui est roche, sable, argile, le gravier, ainsi que les montagnes et les socles rocheux. Ça, c'est important parce que c'est la base de tout ce qui s'appelle les écosystèmes. Le deuxième groupe, c'est bien sûr l'atmosphère. L'atmosphère est important parce que l'atmosphère, c'est gazeux, voilà. Ça nous donne accès à l'oxygène pour tout ce qui est humain et les animaux qui sont dans les écosystèmes, donne la chance d'avoir du dioxyde de carbone pour tout ce qui s'appelle plantes, bien sûr, dans nos écosystèmes. Et puis, ça nous permet de soutenir le cycle de l'eau avec l'évaporation et les précipitations à travers les nuages, qui nous permet bien sûr d'avoir une agriculture et avoir de l'eau potable, bien sûr.
Donc, voyons voir si on peut le mettre sur le tableau ici. Donc, lorsqu'on regarde les gaz à l'intérieur de notre atmosphère, on considère l'oxygène, dioxyde de carbone, on a aussi l'azote et d'autres petits gaz qui peuvent être utiles qu'on utilise dans différentes industries. Donc, la prochaine, c'est, on va le faire en bleu, c'est l'hydrosphère. Lorsqu'on regarde l'hydrosphère ici, l'hydrosphère, c'est tout ce qui est l'eau, que ce soit de l'eau liquide dans les océans, les lacs et les rivières, l'eau gazeuse qui se retrouve dans l'atmosphère et dans les nuages, ainsi que la glace qui peut se retrouver soit sur les calottes glaciaires, ainsi que sur le haut des montagnes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des composants abiotiques. Les composants abiotiques, ce sont c'est de la matière, voilà, de la matière qui est non vivante, mais qui permet de pouvoir supporter l'ensemble des organismes vivants. Donc, voyons voir ici. Lorsqu'on parle de composantes, on a deux grandes composantes et ce sont ceux-ci. On a les composantes qu'on appelle abiotiques. Ces composantes, il y en a trois grandes catégories. Il y a bien sûr la lithosphère, qui est tout ce qui est solide, point de vue roche, sable et montagne, socle rocheux de notre planète, ainsi que l'eau. L'eau qui est la substance qui est la plus importante sur notre planète Terre pour pouvoir vivre, surtout qu'elle est en trois phases, gaz, liquide et solide, ainsi que l'atmosphère, qui sont des gaz qui sont utilisés par les organismes. Ça, c'est ce qu'on appelle abiotique. Le petit a ici nous donne cette idée que c'est tout ce qui est non vivant. On va voir si on peut trouver d'autres couleurs. Maintenant, on a notre petite planète avec tout ce qui s'appelle les composantes abiotiques et toutes ces composantes permettent de supporter la vie que nous avons. La vie que nous avons, on appelle ça les composantes biotiques de notre petite planète. Et lorsqu'on parle des composantes biotiques, ça va de très, très, très petit avec les bactéries et les organismes à une cellule dans les océans et les lacs, jusqu'à avoir les insectes, les petits animaux, les oiseaux, ainsi que si on voit des plus grands, comme les humains, les baleines, et ainsi que tout ce qui s'appelle vivant. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, les plantes qui sont à la base de tout ce qu'on appelle le cycle de pouvoir manger et s'assurer qu'on ait de l'oxygène dans notre atmosphère. Et donc, cette composante qui s'appelle la composante avec la partie vivante, on appelle ça les composantes biotiques d'un écosystème. Alors, si on regarde les trois sphères qu'on a ici, où est-ce qu'on va mettre notre biosphère? La biosphère, si on pense aux arbres, les arbres ont besoin de support, le socle rocheux a besoin de minéraux dans le sol pour pouvoir survivre. Deuxièmement, les plantes et les arbres ont aussi besoin d'eau parce qu'ils ont besoin de ceci pour faire la photosynthèse, pour s'assurer que tout va bien. Et en plus de cela, les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour pouvoir être capables de faire la photosynthèse. Donc, les plantes, qui est cette partie, on appelle ça les producteurs, et on va en parler tout à l'heure, ont besoin des trois sphères ici. Donc lorsqu'on parle d'écosystème, j'aime bien parler de quatre sphères. On a la lithosphère, atmosphère et hydrosphère qui vont supporter la biosphère qui est tout ce qui est vivant. Donc, je l'ai fait en vert parce qu'on a besoin de plantes, on a besoin de la lithosphère ici pour le support, de l'eau et du dioxyde de carbone. Maintenant, les autres organismes vivants, comme les animaux, les insectes et autres, ont besoin ici de nourriture qui vient bien sûr des plantes, mais on utilise aussi certains nutriments qui viennent de la lithosphère. Par exemple, le sel en est un exemple. Bien sûr, ceci aide les plantes et nous mangeons les plantes. Une autre chose que les humains et les animaux ont besoin, les insectes, on a besoin ici de l'eau, qui est très important. Donc, la biosphère est supportée par l'eau et en plus, la biosphère a besoin d'oxygène ici. Donc, l'atmosphère est aussi importante. Donc, lorsqu'on parle d'écologie, on parle de biologie, de tout ce qui est vivant. Et lorsqu'on parle de vocabulaire, des composantes biotiques, nous avons besoin de l'ensemble des quatre sphères qui sont ici. Maintenant,
Lorsqu'on regarde ceci, les personnes vont dire, oui, mais ce sont que des connaissances. Mais lorsqu'on parle d'environnement durable, donc d'environnement ici qui est durable, il faut faire attention parce que pour pouvoir vivre ici, il faut s'assurer que le reste des sphères fonctionne bien. Ça veut dire qu'en ce qui concerne la lithosphère, il faut s'assurer qu'on évite la pollution. La pollution ici qui est faite par soit les humains ou par les procédés que nous utilisons. On peut ici polluer la terre, les sols. Et lorsqu'on pollue la terre et les sols, ceux-ci se retrouvent dans les plantes et nous mangeons ces plantes. Si nous ne faisons pas attention à l'environnement, il y a des changements qui peuvent être causés indirectement par l'activité humaine. Ceci peut changer la façon que les nutriments sont disponibles dans les sols, surtout lorsqu'on met des produits chimiques, des herbicides, des pesticides, pour pouvoir, ou même des engrais chimiques pour faire pousser les plantes plus rapidement. On peut appauvrir les sols. Donc, en ce qui concerne la durabilité, il faut faire attention. Comment est-ce qu'il faut faire attention à notre atmosphère? Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas trop polluer notre atmosphère. Depuis 100, 125 ans, on utilise beaucoup le pétrole avec les voitures, avec les manufactures, les transports. Et qu'est-ce qui arrive avec ceci? C'est qu'on finit par polluer l'atmosphère ici. Pas seulement en ajoutant du CO2, mais il y a toutes sortes de produits chimiques qu'on met dans l'atmosphère à base d'azote, à base de soufre, qui nous finissent par créer des pluies acides et créer un environnement où l'atmosphère est polluée. C'est difficile pour certaines personnes et les personnes âgées. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et bien sûr, s'il y a de la pollution dans l'atmosphère, vous avez peut-être déjà remarqué que c'est difficile pour les animaux, c'est difficile pour les humains lorsqu'on est plus âgé de respirer. Et une autre chose aussi, on peut remarquer les arbres, quelquefois, le contour de leurs feuilles finissent par se dessécher beaucoup plus rapidement et donc c'est plus difficile de faire la photosynthèse. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est l'hydrosphère. Ici, avec l'activité humaine, nous avons besoin d'eau. Si on regarde ici l'ensemble de notre petite planète, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau sur notre Terre, mais la plupart de cette eau est de l'eau salée, qui n'est pas potable pour les humains. Ça veut dire que lorsqu'on a des grandes villes ici, quelques grandes villes, ici en Amérique du Sud, en Europe, l'Asie, même ici, plusieurs endroits autour de la bordure ici, autour de l'Afrique, les grandes villes produisent de la pollution. Cette pollution se retrouve dans l'eau. La pollution peut être créée par soit les engrais chimiques pour faire l'agriculture, mais ça peut être aussi, plusieurs humains trouvent que c'est plus facile de laisser les déchets dans l'environnement que de s'en occuper. Et bien sûr, si nous avons un environnement avec de l'eau qui est polluée, ceci affecte les plantes, qui est difficile pour la croissance. Deuxièmement, ça affecte aussi tous les organismes qui vivent dans l'eau. Par exemple, le poisson, tout ce qui fait partie de la chaîne alimentaire où nous, les humains, on utilise les fruits de mer. On a bien sûr, si l'eau est polluée, les plantes peuvent avoir certains polluants que nous ingérons aussi. Donc, lorsqu'on parle ici d'environnement, on a ici les 4 sphères. Il faut penser à durabilité. Et quelquefois, on va dehors, on s'amuse, on n'y pense pas. Mais être au courant, s'inquiéter un petit peu de notre environnement pour pouvoir faire consciemment des efforts pour la protéger, ça, c'est important. Et voilà. Oh. L'autre mot ici qui est à considérer, c'est la biodiversité. N'oubliez pas que la biodiversité, c'est le fait qu'il y a une variété d'organismes qui existent sur notre planète. Et ça, c'est important parce que ça permet d'avoir un environnement qui est de toute beauté. Et bien sûr, lorsqu'on parle de cycle du carbone ou que l'on parle comment on appelle ça? J'ai oublié le mot ici. Les interactions entre les organismes, que ce soit pour se protéger ou manger, bien sûr, il faut faire attention parce que plus il y a de diversité, plus ça permet de supporter l'ensemble des écosystèmes. Donc, si moi je parle à vous, si je vous disais que pour les 2 prochaines années, la seule chose qu'on peut manger le matin, c'est, je ne sais pas, c'est 2 rôtis et rien d'autre, ça peut aller pendant quelques semaines
Mais après quelques mois, vous allez dire que 2 rôtis le matin, ça devient un peu sec et il manque de variété. Mais en plus de cela, il manque de minéraux, de vitamines pour avoir une vie qui est saine. Donc, l'idée ici, c'est plus on a une biodiversité qui est grande, ça nous permet de pouvoir supporter la durabilité de nos écosystèmes. Alors, les biomes, j'en ai parlé un petit peu dans ma classe, malgré le fait que c'est un sujet qu'on parle beaucoup plus lorsqu'on est en géographie. Donc, si on regarde ici, par exemple, nous avons, je vais mettre ça comme ça, nous avons notre planète qui est comme ceci. Non, je vais prendre une meilleure. Voilà, je pense que c'est ce qu'on fait plus grand. Parfait. Donc, je vais prendre l'Amérique du Nord, mais on va se promener autour de la planète. Lorsqu'on regarde notre planète qui est ici, on a des environnements qui sont constants parce qu'il y a des climats constants qui permettent d'avoir ici dans les prairies au Canada des environnements fantastiques pour la croissance des céréales. On a ici la forêt boréale. Nous avons certains endroits qui permettent d'avoir des environnements propices à certains écosystèmes fantastiques. Les écosystèmes ici, on a des biomes au nord du Canada ici où il y a des étés très courts, peu de précipitations. On a ici des endroits en Amérique du Sud où on a de grandes précipitations, ce qui nous permet d'avoir des forêts tropicales, par exemple. Même chose avec ici, les forêts tropicales du centre ici, au sud du Sahara, voilà. On a ici des endroits où les environnements sont beaucoup plus désertiques. Toute cette partie ici, on a dans le sud-est de l'Asie des endroits où l'agriculture est fantastique, jusqu'en allant au nord ici où on a des forêts boréales, bien sûr. Maintenant, il faut garder en tête que si on a des climats qui sont stables, on a donc des écosystèmes qui sont relativement spécifiques à certains endroits. Donc, si on regarde ici, la forêt boréale qui est là devrait être similaire, souvent, quelques organismes près, être très similaires. Si on est ici dans le centre de l'équateur, les forêts tropicales ici et là sont très semblables. Lorsqu'on parle d'environnement désertique, que ce soit ici en Australie ou dans le centre ici, nord de l'Afrique, Moyen-Orient, ce sont des écosystèmes similaires. Ça veut dire qu'ils ont ce qu'on appelle des biomes similaires. Ils ont des organismes et des environnements similaires. Il y a 2 points importants qui supportent des biomes, c'est la température. Parce que si la température est similaire à chaque année, ça permet aux organismes de s'adapter. Et la deuxième, c'est les précipitations. Et ça, c'est le fait qu'il y a une certaine quantité d'eau qui donne la chance aux organismes de pouvoir croître. S'il y a des endroits qui ont plus d'eau, comme ici, oups, je vais remettre la carte. S'il y a des endroits qui ont plus d'eau comme ici, avec des forêts qui sont avec des températures assez hautes, on a des environnements qui sont beaucoup plus qui sont spécifiques à ces endroits, comparé à des endroits où il fait très chaud et c'est très sec avec peu de précipitations. Et si on regarde ici, on se retrouve sur le continent nord-américain avec des endroits où ici, il fait chaud et peu de précipitations. Ici, il fait chaud avec beaucoup de précipitations. Et ici, on est au nord où il y a des températures qui varient avec les étés et les hivers et qui ont une assez grande quantité de précipitations. Jusqu'au fait qu'au nord ici, on a des températures froides avec des précipitations faibles. Donc, ce qui nous permet d'avoir des biomes, donc des écosystèmes spécifiques. OK. Maintenant, si on a des changements climatiques, ça veut dire qu'il y a des endroits ici qui deviennent peut-être plus chauds ou qui se retrouvent à avoir plus de pluie. On a à ce moment-là des changements qui peuvent se produire. Lorsque ces changements peuvent se produire, on a donc des biomes qui vont finir par changer, mais ça prend des décennies pour faire ça. Vous allez dire pourquoi? N'oubliez pas que les arbres ne peuvent pas courir pour chercher un endroit où il y a de l'eau et de la température. Donc, ça veut dire que les endroits sont spécifiques à un endroit, les écosystèmes sont spécifiques à un endroit, basés sur ces 2 concepts qui est température et précipitation.
lorsqu'on parle des changements climatiques sur la planète maintenant, c'est qu'il y a des changements de température et des changements de précipitation qui semblent plus rapides que ce que les organismes, surtout les plantes, peuvent faire, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer. C'est à considérer. Alors, le prochain sujet se rapporte aux chaînes alimentaires et les réseaux alimentaires. Donc, premièrement, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, premièrement, lorsqu'on regarde un environnement où il y a une variété d'organismes, il y a bien sûr les humains qui existent, il y a certains animaux qui peuvent être, disons ici, des carnivores. On va mettre aussi peut-être quelques petits serpents qui sont comme ceci. Maintenant, lorsqu'on a une chaîne alimentaire, c'est qu'on se retrouve avec une ligne spécifique de nourriture et d'énergie. Par exemple, on a l'herbe qui est ici, qui sera mangée, qui peuvent être mangées par les grenouilles ou par les oiseaux. Donc, ça, c'est un exemple. Tiens, je pense que je vais parler de réseau pour commencer. On a notre réseau où l'herbe ici est mangée par les grenouilles ainsi que les oiseaux. Nous avons ici des oiseaux qui sont mangés par les serpents, qui peuvent être aussi mangés par les carnivores ici. Les carnivores peuvent soit manger les oiseaux ou les grenouilles. On peut avoir des grands oiseaux de proie qui sont, je sais que je ne suis pas le meilleur en dessin, les grands oiseaux de proie peuvent manger soit ces oiseaux-ci, les serpents, les grenouilles comme ceci. Et si on a des petits animaux, comme par exemple des petits lapins, les petits lapins sont mangés par les carnivores ainsi que les grands oiseaux ici. Donc ici, on appelle ça un réseau alimentaire. Un réseau alimentaire, c'est lorsqu'on a un regroupement d'organismes vivants qui vont manger un et l'autre pour s'assurer de supporter leur vie dans leur écosystème. Mettons, dans un endroit spécifique, si on appelle ça un écosystème, c'est l'ensemble des interactions entre les organismes vivants supportés par leur lithosphère, biosphère, non, lithosphère, hydrosphère et atmosphère. Voilà. Maintenant, ça, on appelle ça un réseau alimentaire. Comme ceci. Le réseau veut dire qu'il y a un ensemble d'organismes qui peuvent être possibles. Maintenant, ça, ce sont des organismes qui sont ici vivants sur un écosystème terrestre. Il y a des écosystèmes qui sont aquatiques avec du phytoplancton qui sont, par exemple, des organismes qui font la photosynthèse. On a des organismes de plus en plus gros dans lesquels on peut avoir du krill, on peut avoir des petits poissons, le thon, ainsi que d'autres prédateurs dans les océans. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un réseau qui est alimentaire. Donc, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est lorsqu'on parle d'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire, c'est lorsqu'on suit un élément qui monte au fur et à mesure. Je vais donner un exemple. Si on a l'herbe qui est mangée par le lapin, ici, qui est mangée par un oiseau de proie, ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. On part de petit et on monte dans le réseau. Ça, c'est une chaîne et donc un réseau alimentaire, c'est un ensemble de plusieurs chaînes alimentaires qui permettent d'avoir un écosystème qui est durable. N'oubliez pas qu'on parle toujours ici de durabilité. Et bien sûr, c'est important de penser que si on a un écosystème et que dans cet écosystème, par exemple, il y a un manque, disons que la population de serpents ou de lapins, ou même, dépendant de la sécheresse, une diminution de la quantité de plantes, la conséquence de ceci, c'est qu'on va déséquilibrer notre écosystème ici. Ça veut dire que les chaînes alimentaires ne sont pas aussi sûres,
les réseaux alimentaires ont des difficultés et ça, c'est difficile pour avoir des écosystèmes durables et de façon à conserver la biodiversité. Donc, plus il y a de biodiversité, plus le réseau alimentaire est sain, plus les chaînes alimentaires sont possibles et plus on a des environnements durables. Voyez comment est-ce que tout ceci est inclus ensemble. Voilà. N'oubliez pas qu'on a ici les humains. Les humains se retrouvent souvent au haut des chaînes alimentaires, dans le haut des réseaux alimentaires. Donc, ça veut dire que si on garde des écosystèmes sains, que ce soit pour avoir certains animaux, que ce soit pour avoir certaines plantes, plus on va avoir la possibilité de supporter un grand nombre de gens sur notre planète. Maintenant, afin de pouvoir documenter ceci, on a certains vocabulaires qui sont utiles. Donc, si on parle de l'herbe, qu'est-ce que c'est? Ce sont des producteurs. Les producteurs prennent leur énergie du soleil, comme ceci. Nous avons bien sûr les consommateurs de premier niveau qui vont manger les producteurs, les consommateurs de deuxième niveau, par exemple les poules qui vont manger ici les sauterelles ou les petits insectes qui mangent de l'herbe, et on a ici les consommateurs du troisième niveau, des consommateurs tertiaires qui, eux, vont manger des poules, qui vont manger des insectes, qui vont manger de l'herbe. Donc ça ici, ça nous permet de pouvoir bien comprendre ce qui se passe ici. Une autre chose, un autre vocabulaire qu'on utilise aussi, c'est les niveaux trophiques. Les niveaux trophiques ici, c'est quel niveau on se retrouve depuis les producteurs. Ça veut dire que les producteurs, c'est le premier niveau trophique. On a ici les consommateurs de premier niveau qui sont le deuxième niveau trophique, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc, plus on monte ici dans la chaîne alimentaire ou une chaîne alimentaire ou réseau alimentaire, on augmente ici le niveau trophique. Maintenant, il faut faire attention parce que les niveaux trophiques nous donnent des informations qui sont très utiles aussi. Donc, voyons voir si je peux ajouter des informations ici avant de continuer. Un autre point qui est intéressant lorsqu'on parle de chaîne alimentaire ainsi que niveau trophique, c'est qu'il faut penser qu'on peut faire des petites pyramides qui nous donnent des informations utiles. Maintenant, les pyramides ici nous montrent que, par exemple, si on a des producteurs, les producteurs utilisent l'énergie du soleil et donc, ici, j'ai mis en kilojoules 1000 kilojoules d'énergie disponible pour passer au niveau suivant. Ça veut dire que si on a des sauterelles, on a ici 1000 kilojoules d'énergie vont permettre de supporter 100 kilojoules de sauterelles ou d'insectes, qui vont supporter ici 10 kilojoules par exemple, d'oiseaux ou de poules, et ainsi que de 1 kg ici d'humains, ou 1 kilojoule d'énergie qui se retrouve dans les humains. Maintenant, j'utilise ici des pyramides d'énergie. Il y a aussi, sur le même principe, des pyramides de biomasse. Ça pourrait dire 1000 kg de producteurs supportent 100 kg de consommateurs de premier niveau, qui supporte 10 kg ici et qui supporte 1 kg d'humain, comme cela. Ça peut être aussi des pyramides de nombre. On a ici 1000 plantes qui vont supporter 100 petits insectes, qui vont supporter 10 poules, qui vont supporter un humain. Gardez en tête que ça ici, c'est une moyenne. On appelle ça la règle du 10%. Ça veut dire que lorsqu'on est à un niveau, il y a seulement 10% de l'énergie qui est transférable au niveau supérieur, ainsi que 10%, donc de 100 à 10 et 10% en haut. Ça, c'est une moyenne. Ça peut être entre 8 et 13%, ça peut être entre, je ne sais pas, ici 15 à 5% dépendant des niveaux, et ça, c'est une bonne question. Gardez en tête que les humains ont tendance à gaspiller beaucoup de nourriture et d'énergie, et donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Maintenant, ces pyramides aussi permettent de considérer que si on pense à la durabilité et la biodiversité, il faut s'assurer que les écosystèmes sont en santé pour supporter chacun de ces organismes ici dans le niveau trophique. Ça veut dire que si on regarde cela, si par exemple il y a une certaine quantité de pollution,
OK, alors je vais faire quelques points rouges, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, si on se retrouve ici avec les 7, on a une grande quantité d'organismes. Ces 7 ici ont tendance à être considérés très dilués parce qu'il y a beaucoup d'organismes. Mais si nous étions pour monter au prochain niveau, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, plus un 10%, alors, non, plus un petit, alors, on se retrouve donc, ça, ne me citez pas dans mes données, mais ça vous donne une bonne idée. Si on a une grande quantité ici de plantes avec un petit peu de pollution, on se retrouve ici au prochain niveau avec plus de pollution parce que les, euh, les toxines qui se retrouvent au niveau précédent se retrouvent dans ce niveau trophique ici. De la même façon que si on se retrouve ici, au, au, au niveau supérieur, on a ici une grande quantité de toxines. Et si on trouve les humains ici, on se retrouve avec une grande quantité de toxines accumulées. Parce qu'on mange, alors ici, le 1 kJ d'humain ici qui est supporté vient de 1000 kJ ici de producteurs, si on garde la règle de 10%. Et ça veut dire que s'il y a peu de pollution ici, cette pollution est accumulée jusqu'à dans les humains. Donc ça, c'est à considérer. On appelle ça ici, il y a deux mots intéressants, on appelle ça de la bioaccumulation. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque niveau, on a une accumulation de toxines. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de toxines dans les êtres vivants. Donc une bioaccumulation dans les producteurs, bioaccumulation dans ici les consommateurs de premier niveau et une bioaccumulation dans les humains ici. Par contre, lorsqu'on parle d'amplification, l'idée d'amplification, c'est que si on prend une petite partie, on a un petit peu de toxines qui s'accumulent de plus en plus on monte la chaîne alimentaire. Ça veut dire qu'il y a une amplification de certains produits chimiques. Et c'est pour ça, par exemple, que s'il y a des femmes qui sont enceintes, on va leur dire de minimiser leur consommation de thon, par exemple. Le thon, dans les océans, se retrouve haut dans le niveau trophique. Ça veut dire qu'on se retrouve avec beaucoup plus de toxines et on veut minimiser l'apport en toxines ou on veut minimiser la quantité de toxines chez la mère pour pouvoir s'assurer que l'enfant à venir aura moins de toxines pour pouvoir faire la croissance. Donc ça, c'est à considérer. C'est pour ça qu'on vous dit bien sûr, si vous avez la chance de bien manger avec une variété de nourriture et s'assurer d'avoir le moins de produits chimiques possible dans votre nourriture. Ce que nous allons faire maintenant, on va regarder plusieurs types de cycles qui supportent la vie dans nos environnements. Le premier cycle est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Comme ceci. Le cycle de l'eau ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fait qu'on a besoin d'eau pour pouvoir supporter la vie sur notre planète. Ça veut dire que si on regarde, nous avons ici le soleil qui est notre plus grande source d'énergie. Le soleil ici permet de pouvoir faire évaporer l'eau, donc évaporation. Lorsque cette vapeur d'eau se retrouve en altitude, on se retrouve avec la condensation, on a la formation de nuages, et après nous avons la précipitation. La précipitation, c'est lorsque nous avons de l'eau qui part des nuages et qui descend vers le sol. Une autre chose à considérer, cette précipitation peut aussi être de la neige dans le haut des montagnes ou, comme ici au Canada maintenant, c'est l'hiver, on se retrouve avec de la neige au sol. Une autre chose, c'est que lorsqu'on a de l'eau qui arrive sur le sol, on se retrouve avec le ruissellement. Le ruissellement comme cela. Donc, le ruissellement ici, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'eau utilise la gravité pour pouvoir retourner dans le niveau le plus bas possible. Le ruissellement se fait ici en surface avec les petits ruisseaux jusqu'au lac qui mènent
aux océans, mais il y a aussi le déplacement de l'eau souterraine qui est bien sûr dû à la gravité et à la porosité des sols. Donc ça, c'est le cycle de l'eau. Un autre cycle utile, c'est ici le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote ici est très important parce que nous avons besoin pour pouvoir vivre, notre ADN contient de l'azote. Par contre, on ne peut pas obtenir l'azote en respirant. La seule façon qu'on peut l'obtenir, c'est à travers notre nourriture. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'azote ici qui fait partie de l'atmosphère, mais qui fait aussi partie du sol. Donc, il y a une porosité dans le sol. Dans le sol, il y a des bactéries qui vont faire ce qu'on appelle la fixation de l'azote. Ici, on a l'azote qui est gazeux, qui font partie du métabolisme des bactéries avec l'eau qu'il y a dans le sol. Ils vont former des molécules d'ammoniac et d'ammonium. Donc ici, ce sont un peu comme les déchets des bactéries. Ammoniac et ammonium font partie de différents composés qui font partie comment on appelle ça? Des engrais chimiques pour faire pousser les plantes plus rapidement. Maintenant, dans le sol, il y a aussi d'autres bactéries qui vont faire ce qu'on appelle la nitrification. La nitrification, c'est lorsque ces bactéries prennent l'ammoniac et l'ammonium et vont créer de nouveaux composés qui sont les nitrites et les nitrates. Maintenant, les nitrites et les nitrates, ce sont des groupes d'atomes qui ensemble ont une charge et ceux-ci on peut les dissoudre dans l'eau. Ça veut dire qu'ils vont prendre avec eux certains minéraux comme le calcium, comme le fer, comme le cuivre, comme le potassium. Donc, tous ces minéraux qui sont dans le sol que nous avons besoin vont s'associer aux nitrates et aux nitrites qui, eux, vont être absorbés par les plantes par leurs racines. Et donc, les plantes vont pouvoir grandir. Et ça, c'est important parce que lorsque on pense aux humains, aux animaux, aux insectes, nous avons besoin de manger. Et donc, lorsqu'on mange des fruits, des légumes, des plantes, ceux-ci contiennent de l'azote à travers les nitrates et les nitrites, et ça nous permet d'absorber l'azote nécessaire. Maintenant, avec le temps, un autre procédé qui arrive, c'est la dénitrification. Ceci, c'est lorsqu'on a des composés qui, soit par leur instabilité, par l'environnement, la chaleur, pollution, sécheresse, ou même les éclairs qui donnent de l'énergie, on se retrouve avec des composés qui vont redevenir des composés d'azote N2 ici. Et ça, nous avons notre cycle de l'azote ici, comme nous avions tout à l'heure notre cycle de l'eau. Très bien. Donc ça, c'est le cycle de l'azote. Il y a bien sûr un autre qu'on appelle le cycle du carbone. Donc le cycle du carbone est basé sur deux processus. Le premier, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est lorsqu'il y a dans une plante différentes cellules qui sont capables de prendre le dioxyde de carbone et l'eau à travers un processus chimique dans leur petite, comment on appelle ça? On appelle ça les chloroplastes, qui sont des organelles, voilà, dans les cellules végétales. À travers la photosynthèse, vont créer des sucres, glucose ou des composantes pour croître, ainsi que de l'oxygène. Donc, on a ici le CO2 et l'eau qui viennent des racines, qui nous permettent de donner du sucre, donner des matériaux pour les plantes. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que nous, les humains, on peut les manger, et ainsi que l'oxygène que nous pouvons inspirer, parce que nous avons besoin d'oxygène. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque nous, les humains, on prend du sucre ou des aliments et qu'on les mange et qu'on inspire de l'oxygène, on a dans nos cellules des organites qu'on appelle les mitochondries. Et dans ceux-ci, on prend les deux et avec ce qu'on appelle la respiration cellulaire, on a deux déchets qui est l'eau et le dioxyde de carbone. Maintenant, ça, on les expire souvent. Donc, il n'y a pas de problème. Et chose intéressante, regardez comment est-ce que la photosynthèse reprend ceci et fait ici un cycle qui est fantastique. Maintenant, lorsque le cycle est en équilibre,
c'est parfait. Par contre, les humains ont tendance quelquefois à débalancer cela. Comment est-ce que ceci peut être débalancé? Si on prend les arbres comme cela et qu'on les coupe comme cela pour faire des maisons, on a moins de plantes pour pouvoir faire la photosynthèse. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de CO2 et une baisse d'oxygène. Si les plantes ici avaient brûlé, que ce soit pour à cause des feux de forêt où on les utilise pour faire la nourriture ou se réchauffer, ceci produit aussi du CO2. Donc, on a une augmentation de CO2, mais qui ne produit pas d'oxygène ici. Si nous avons des volcans, les volcans peuvent donner du CO2 et qui ne permet pas d'avoir la photosynthèse. Donc ici, la quantité d'oxygène qui est produite n'est pas aussi grande. Lorsqu'on parle de plantes, on peut penser au fait que dans les millions d'années qui viennent de passer, il y a eu des temps où il y avait beaucoup plus de minéraux et dans lesquels il y avait du charbon ici produit, ainsi que le pétrole. Et ce qui est intéressant, c'est que les humains adorent l'énergie. Nous sommes très énergivores. Ça, c'est un excellent mot. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le charbon et le pétrole pour pouvoir faire des objets, donc des manufactures. On a création de CO2 un peu plus dans l'atmosphère. Et ceci ne donne pas de l'oxygène, bien sûr. Une autre chose que l'on peut faire, c'est que, bien sûr, nous aimons les transports, que ce soit les transports sur la Terre, ou bien sûr, si on aime acheter des choses, on a des objets qui viennent de partout à travers le monde, transportés en train et en bateau. Conséquence de ceci, nous avons aussi la création de CO2 qui est comme ça. Donc, la question qui arrive, c'est que si nous avons deux équations chimiques qui sont en équilibre, mais que les humains finissent par augmenter ici la quantité de CO2, qui, avec les industries ici, vont produire d'autres gaz toxiques, des gaz toxiques pour nous à respirer, mais qui produisent des pluies acides, que l'on détruit nos environnements, qui est ce côté qui nous permet de pouvoir enlever le CO2 ici, devient un peu plus difficile d'avoir des écosystèmes qui sont durables et de pouvoir conserver ce qu'on appelle la biodiversité. Parce que les humains, de la façon que nous sommes, nous aimons utiliser utiliser les ressources pour faire ce que l'on veut. Ça veut dire qu'on a ici une belle carte de topographie qui est fantastique. Mais si on prend celle-ci, on va remarquer que ce qu'on peut voilà. Si on regarde cette carte ici, je sais que cette carte n'est pas la meilleure point de vue échelle. On peut remarquer que les humains ne peuvent pas vivre partout. Et si on crée des débalancements ici des écosystèmes, ça peut aussi créer des débalancements à savoir où est-ce que les humains vont vivre, où est-ce que les humains vont avoir leur nourriture, où est-ce qu'on va pouvoir avoir de l'eau potable, bien sûr, et s'assurer de supporter toute la pollution, toute la population humaine. Les mots se ressemblent, hein? Alors voilà. Donc ça ici, ce sont les grands concepts qu'on a découverts cette année dans l'unité sur les écosystèmes durables ainsi que la considération que les changements climatiques peuvent affecter tout cela. Alors sur ce, s'il y a des questions de clarification sur la vidéo aujourd'hui, vous n'avez qu'à le mettre dans la section clavardage, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez la chance, je vais mettre ici une autre vidéo pour pouvoir apprendre à propos des écosystèmes. Alors, je fais une vidéo ici et on se voit là dans un instant.